En manchette ce soir, James Testa aura un procès. Le roi normandien, accusé notamment de traite de personnes, demande sa libération en attendant. Appel à la prudence sur les plans d'eau de la région. On estime qu'on risque de n'avoir de plus en plus de ces noyades-là en période hivernale. Et comment l'interdiction du cellulaire en classe se vit en Abitibi-Témiscamingue. L'interdiction des téléphones cellulaires, ça date ici depuis déjà 3 ans. Bonsoir et merci de nous avoir choisis. James Testa, qui fait face à 33 chefs d'accusation, dont certains de traite de personnes et d'extorsion, subira son procès. C'est la décision rendue cet avant-midi par l'honorable juge Nathalie Sanson. Le résumé d'Yvon Moreau. Pour les enquêteurs de la Sûreté du Québec, comme la poursuite et les présumées victimes, sans doute qu'il peut être réjouissant de voir que les preuves, souvent atroces, divulguées lors de l'enquête préliminaire, sont validées et pourraient prouver les crimes reprochés. Mais ce n'est pas avant le printemps qui vient qu'une date pourra être réservée à la Cour. D'ici là, d'autres procédures demandées par l'avocat Mike Junior Boudreau, défenseur de Testa, s'entremêlent. Ce dernier qui demande une révision et souhaite pour la suite des procédures que son client soit libéré de la prison de Hull et qu'il soit jugé sans jury devant juge seul. Des demandes dont les réponses aboutiraient dans une quinzaine de jours en vue du procès dont la date pourrait être décidée au cours du 11 mars prochain. Au vu des graves accusations, l'audience pourrait être ardue. On se souvient, l'an dernier, les accusations contre Daniel Laframboise ont été difficiles à entendre, même s'ils n'ont pas abouti. Cette fois, le récit des gestes qu'aurait posé l'accusé de 54 ans, impliquant du travail forcé et des sévices sexuels contre des gens démunis, malades physiquement et mentalement, pourrait faire grincer des dents par leur épouvantable brutalité et leur indescriptible cruauté, des faits qui expliqueraient les 33 chefs déposés il y a 2 ans contre l'individu après des événements qui seraient survenus dans sa maison du quartier Évin. Évidemment, un dossier qu'on va suivre. Et avec les variations de température, les noyades en hiver pourraient devenir de plus en plus fréquentes, selon la Société de sauvetage du Québec. D'ailleurs, plusieurs organisations demandent aux citoyens d'être prudents pendant leurs activités hivernales sur des plans d'eau. Kimberly Hall. En Abitibi-Témiscamingue, 3 personnes se sont noyées en 2023, dont une à cause d'un bris-glace en motoneige, selon les informations de la Société de sauvetage du Québec. À l'échelle provinciale, il y a déjà 4 noyades depuis le mois de décembre, comparativement à une seule noyade pour l'hiver au complet l'an passé. Notre moyenne, là, au cours des 10 dernières années, ça varie entre 6 et 8 décès liés à l'eau pendant la période hivernale. Mais la particularité qu'on a, c'est qu'il y a quelques événements qui, au total, a causé à eux des multiples noyades, là. Le vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour l'Abitibi-Témiscamingue, Mario Poirier, affirme que plusieurs endroits sont à surveiller. On parle de lac Blouin, lac Malartic, lac Figurie. Étant donné qu'il y a un écoulement d'eau, le niveau d'eau baisse, puis là, les glaces cassent. Puis souvent, ça aussi, ça peut être des pièges. L'Association des chasseurs et pêcheurs de Rouyn-Noranda a dû ajuster ses activités en raison de la température imprévisible. On avait prévu de faire des activités de pêche blanche, mais étant donné que notre année est assez particulière cette année, on a décidé de reporter, de canceller notre activité, étant donné qu'on ne peut pas avoir une certitude que le plan d'eau, les champs de glace étaient sécuritaires. Pour les amateurs qui souhaitent commencer la pêche à glace sur le lac Ossisco, il sera bientôt possible de le faire, étant donné les bonnes conditions. Ça devrait commencer dans une semaine à peu près. On va commencer, nous, au niveau du collectif territoire, à installer les cabanes, mais avant d'aller les installer, on va mesurer la glace. Moi, je sais qu'actuellement, elle a environ 30 cm. On parle d'il y a une semaine, elle avait 30 cm. Aujourd'hui, elle est peut-être rendue à 40 cm. Fait que c'est une épaisseur sécuritaire. Par contre, on va baliser le site pour être certain que les gens ne s'aventurent pas n'importe où. La Société du sauvetage du Québec fait donc appel à la prudence et invite la population à suivre leurs conseils de sécurité, comme ne jamais être seul sur un plan d'eau, peu importe le moment de l'année. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Effectivement, soyons prudents. On passe en éducation alors que l'interdiction du cellulaire en classe est officiellement entrée en vigueur la semaine dernière. Cette dernière mesure ne semble pas forcément être une nouveauté ici dans les écoles de la région. Explication de Kémilia Laliberté. Fini les téléphones cellulaires en classe. Un décret du ministre de l'Éducation interdit désormais les élèves du primaire et du secondaire de consulter leur mobile intelligent durant les heures de cours. Ce qu'on demande, nous, aux élèves, là, c'est vraiment là, de se diriger à leur case avant de rejoindre leur classe, donc de déposer leur appareil téléphonique là, ou électronique là, dans leur case avant de se diriger en classe. La directive vise à diminuer les distractions des étudiants. Les enseignants qui le souhaitent pourront toutefois leur permettre d'utiliser leur cellulaire en classe pour des raisons pédagogiques. À l'école secondaire d'Iberville de Rouyn-Noranda, ce n'est pas une grande surprise pour les élèves puisque c'est une règle qui était déjà en vigueur depuis quelques années. Enfin, en 2021, là, il y a 2 ans, on a fait la refonte du code de vie à travers un comité à l'école et c'était un sujet qui revenait, là, évidemment, à travers nos lectures et aussi là, avec le soutien des enseignants puis le comité, c'est vraiment là, c'était un règlement pour lequel on voulait aller de l'avant. Puis l'application du règlement en soi là, se passe très bien ici à l'école. Même son de cloche du côté du centre de service scolaire à Ricana. C'était déjà une pratique qui se faisait dans nos écoles secondaires, donc ça faisait déjà partie du règlement. Mais l'interdiction est-elle la solution idéale? Selon une professeure titulaire de la faculté de l'enseignement de l'Université d'Ottawa, il faudrait plutôt conscientiser les élèves sur leur utilisation des appareils électroniques. Je pense que c'est pas magique d'interdire. Je pense que le gouvernement est passé par là. C'est une façon de couper court à justement toutes les tergiversations qu'il peut y avoir sur l'usage des téléphones, la gestion excessive des profs qui disent souvent qu'ils ont l'impression de faire la police, etc., etc. Donc c'est sûr qu'avec une interdiction, ça met tout le monde d'accord, mais je pense que on est dans une école, on est là pour éduquer les élèves et je pense que l'interdiction n'est pas au reflet de ce qu'est l'éducation. Le cellulaire serait aussi un outil pédagogique en soi, précise-t-elle. Les élèves lisent aussi quand ils sont sur leur téléphone. C'est pas forcément pour chatter avec les amis, ils vont chercher de l'information, ils favorisent toutes sortes de stratégies de compréhension de lecture, de recherche d'information. Les écoles doivent maintenant appliquer leurs propres règles et sanctions afin que la nouvelle mesure soit bien appliquée et comprise par les élèves. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Dans un autre dossier, la coroner Francine Danet recommande au ministère des Transports d'effectuer une étude sur la densité de la circulation et la sécurité de l'intersection de la route 113 et du chemin du Moulin à Lebel-sur-Quévillon. Cette recommandation est en lien avec le décès d'une jeune conductrice victime d'un accident de la route dans ce secteur en avril 2023. L'adolescente aurait été distraite par des motocyclistes et n'a pas vu qu'un camion venait à sens inverse. Cet accident est le 10e à survenir à cette intersection, ce qui inquiète Maître Danet. Aucun lien direct n'est toutefois établi entre l'aménagement de l'intersection et l'accident. Dans le domaine minier, Sayona veut valoriser ses eaux minières grâce à la technologie EvaPlant et à la plantation de 20 000 saules. Ce projet, en collaboration avec l'entreprise Rameau, est axé sur l'économie circulaire et le développement durable au site du complexe Lithium Amérique du Nord à Lacorne. Et il vise entre autres à valoriser et réduire le volume d'une portion des eaux minières générées par le complexe LAN. Et dans cette première phase, le système permettra de valoriser près de 3100 mètres cubes d'eau minière et de capter 16 tonnes de CO2 équivalent par année. Les travaux ont débuté à l'été 2023 au complexe LAN en vue d'une mise en marche dès le printemps 2024. On va en santé. Le mois de janvier est celui de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Et pour l'occasion, la Société d'Alzheimer Abitibi-Témiscamingue lance sa campagne « Premier lien vers du soutien dès les premiers signes ». Et Alexandre, l'organisme veut ainsi mettre de l'avant l'urgence d'agir. Tout à fait, Mélissa. La société qui accompagne et qui épaule les gens atteints de la maladie ainsi que leurs proches, dans la région, c'est plus de 2200 personnes qui vivent avec l'Alzheimer. Et c'est 350 personnes de plus qui devraient recevoir un diagnostic cette année seulement. La Société demande aux gens d'être alertes, d'aller en parler avec un professionnel de la santé dès qu'un drapeau se lève. Parce que selon son directeur, avec le vieillissement de la population dans les prochaines années, le nombre de cas va augmenter fortement.
En effet, avec le vieillissement de la population, on s'attend à ce que les cas vont pratiquement doubler d'ici 2040. Donc là, on est comme au début de ce qu'on appelle la vague, la vague du nombre de cas d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs. C'est sûr, moi, ça fait 11 ans que je suis directeur général de la Société Alzheimer. Puis il y a 11 ans, on me disait que dans à peu près 10 ans, il devrait avoir un médicament plus efficace que ceux qu'on a présentement. Puis je vous dirais que malheureusement, c'est pas encore arrivé. Et Alexandre, quelles sont les initiatives de la Société d'ici la fin du mois? Bien, pour commencer, il va y avoir une grande conférence en ligne mercredi prochain, le 17 janvier, portant sur les questions et les doutes qu'on peut avoir avec l'apparition de la maladie pour soi-même, mais aussi pour notre entourage. La conférence sera donnée par un docteur du MOCA, un expert en diagnostic, avec des exemples très concrets afin de confirmer ou d'infirmer des questionnements qu'on peut avoir. Pour s'inscrire, c'est sur alzheimerquebec.ca. Le directeur de la Société rappelle que le mieux qu'on puisse faire présentement, c'est dans la prévention de la maladie. On tient à rappeler aux gens que le fait d'avoir un diagnostic le plus tôt possible, d'un, ça permet de bien planifier l'avenir, d'apprendre à vivre, à apprivoiser cette maladie-là. Je dirais qu'on ne l'accepte pas souvent, cette maladie-là, mais on peut quand même l'apprivoiser. Et en plus, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'en changeant certaines de nos habitudes de vie, puis ça n'a pas besoin d'être des gros changements, mais ça peut retarder des fois l'apparition des symptômes ou à tout le moins ralentir l'évolution de la maladie. Il n'y a pas de solution miracle, il ne faut pas se faire non plus de faux espoirs, mais au moins, on peut sentir qu'on a du pouvoir un peu sur ce qui s'en vient. La Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue invite les gens à entrer en contact avec eux. Une grande campagne va d'ailleurs se déployer prochainement sur les réseaux sociaux. Et une série d'ateliers de formation pour les proches aidants sera offerte gratuitement au Témiscamingue à partir de la fin janvier. Merci Alexandre. Au plaisir. Toujours en santé, 300 conducteurs ont fait l'objet d'une arrestation par la Sûreté du Québec pour avoir conduit avec les capacités affaiblies, soit par la drogue et ou l'alcool, entre le 30 novembre et le 2 janvier dernier. Cette période coïncide avec les parties de bureau ainsi que les célébrations de Noël et du Nouvel An. Plusieurs contrôles routiers ont été réalisés dans la province, incluant dans la région, et il a été impossible aujourd'hui d'obtenir des données plus précises sur le nombre d'arrestations dans la région. Et on reste dans le domaine de la santé. Moins d'1% des personnes âgées au Québec ont reçu le vaccin contre le virus respiratoire selon les données du ministère de la Santé obtenues et dévoilées par le quotidien La Presse. Il s'agit de 6 000 personnes de 60 ans ou plus à travers la province. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a d'ailleurs lancé l'invitation à la population de se faire vacciner et ce, peu importe la forme du virus respiratoire. 1,7 million de Québécois ont reçu un vaccin contre l'influenza entre le mois de septembre et le 7 janvier. Et pour ce qui est du vaccin contre la COVID-19, eh bien, c'est un peu plus d'1 million de personnes qui l'ont reçu. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous vacciné contre les virus respiratoires? Vous avez été mitigé en répondant oui à 51%. Les conditions des sentiers motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Une présentation des produits récréatifs Bombardier et le tourisme Abitibi-Témiscamingue. Eh bien, la tempête n'a pas laissé autant de neige qu'on espérait, ce qui fait en sorte que les motoneigistes devront s'armer de patience, mes amis, avant l'ouverture des sentiers. Écoutez, du côté de Rouyn-Noranda, le cassage et le surfaçage sont débutés pour les sentiers du Tour de Ville, de Duparquet et direction Évin. Je vous rappelle de ne pas manquer à chaque jeudi notre rendez-vous au bulletin de TVA pour voir tous les détails concernant vos sentiers de motoneige avec notre carte interactive. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est demain que Will Murphy Trio foulera les planches de la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or. L'auteur-compositeur-interprète nous offre son nouvel album. On vous dévoile le nom après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La SADC Chibougamau-Chapais est fière de sa participation à Noël pour tout le monde. 127 paniers d'épicerie et 86 cadeaux ont été distribués aux enfants des familles qui en avaient grandement besoin. Les pompiers de Chibougamau ont amassé une somme de plus de 18 500 $ grâce à la générosité de la communauté. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est demain que Will Murphy Trio foulera les planches de la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or. Oui, Mélissa, on peut s'attendre à une soirée bien rythmée. Est-ce qu'on danse ensemble? Peut-être après le bulletin, Écoutez, pour ceux et celles qui aimeraient ça s'y rendre, je vous rappelle qu'il sera accompagné de son fameux trio pour vous offrir tout un spectacle et nous présenter par le fait même son album intitulé « C'est quand ». On s'attend à des sonorités blues, country et folk également. Il s'inspire de légendes telles que Luke Combs, B.B. King, Stevie Ray Vaughan et on parle de composition mais également de reprises de chansons qu'on va pouvoir entendre et qui va sûrement vous sonner une petite cloche. On passe du country au blues, au rock. Il y a même un peu des pop, un peu de disco dans tout ça. C'est des musiciens avec qui je joue depuis bientôt 9 ans. On a étudié ensemble en musique à l'époque. Puis on fait mes compositions, puis également des reprises de des covers que nous, on aime beaucoup. Mais là-dedans, tu as des covers que je ne veux pas nommer à cause que c'est comme des petits secrets, mais que les gens ne s'attendent pas. Puis ça ajoute vraiment une couleur au spectacle qui est super le fun. Si vous êtes des fans de musique live, c'est vraiment un spectacle qui est basé sur l'excitation musicale, sur l'énergie. Tu sais, c'est un power trio, comme on a vu à l'époque avec Cream, avec Hendrix, avec tout ça, tu sais. Fait que c'est très dans ta face, mais en même temps, on fait mes nouvelles compos qui sont des chansons d'amour. Fait que il y a vraiment une douceur à travers tout ce spectacle-là qui est super agréable. Fait que je pense que si j'ai quelque chose à dire, à inviter les gens, je pense que c'est cool. Fait que bien. Et Stéphanie, vent de changement du côté du musée minéralogique de Malartic avec une nouvelle directrice générale. Oui, vent de changement, Mélissa, avec un visage qui pourrait peut-être vous être familier. Il s'agit de Chantal Moore qui œuvre au musée depuis 22 ans déjà, c'est pas rien. Elle prend la relève justement du musée minéralogique de Malartic. Le directeur Jean Mascotte passe le flambeau après 38 ans de carrière en affirmant que c'était le temps pour lui d'offrir un nouveau souffle à l'endroit. On a Madame Moore qui dit être très, très fière de pouvoir relever ce défi avec brio. On se sent vraiment excités. C'est un très beau et très grand défi à relever, mais je suis bien épaulée à travers tout ça. Puis, je suis vraiment excitée de pouvoir poursuivre tous les projets qui sont en cours. On est toujours à la fine pointe de la technologie. On veut toujours garder nos expositions d'actualité, toujours les renouveler. On a beaucoup d'expositions temporaires qui changent régulièrement. On a aussi la reprise des visites à la mine canadienne Malartic. Donc, on a beaucoup de projets en cours, à venir et tout ça. Et pour terminer, les Jeunesses musicales Canada nous présentent Les Voix de la harpe. Oh, que ça sonne bien cela! C'est un concert qui marie la musique et la poésie. Écoutez, c'est en compagnie du harpiste Matt Dupont et du comédien Jérémy Roy. On a une grosse tournée au Québec qui va débarquer en Abitibi le 24 janvier. Et je vous le dis tout de suite, surveillez ça demain car on a en entrevue les artistes pour nous en parler davantage demain au bulletin. On est déjà un peu plus de la moitié de la saison de disputée dans la LHMQ et pour l'occasion, notre journaliste Johan Carrière s'est assis avec certains foreurs pour faire un bilan. Restez avec nous après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous pour cette saison pour les Foreurs, mais ça n'a pas empêché le vestiaire d'être uni et motivé. Johan Carrière s'est assis avec quelques joueurs de l'équipe pour revenir sur cette première moitié de saison.
Le moral est bon dans le vestiaire des Foreurs après la première moitié de la saison 2023-2024. L'équipe compte 12 victoires en 38 matchs cette saison, bon pour l'avant-dernier rang du classement général, mais les joueurs demeurent motivés et ont du plaisir à jouer au hockey. Ça fait 3 ans que je suis dans la GMQ, puis c'est vraiment un bon vestiaire cette année. Là. Tous les gars s'entendent bien ensemble. Souvent, quand on voit ce positionnement là, au classement, ça peut être frustrant, mais je pense justement que tout le monde ensemble, on veut plus en donner, on veut plus en faire pour justement mieux se placer. On est vraiment confiants de ce qu'on peut produire avec ces équipes-là, puis on le prouve à chaque soir quand on va chercher des gros points contre Rouen ou au début de l'année quand on gagne contre Halifax. L'équipe est également très jeune. Plusieurs joueurs en sont à une première ou deuxième saison dans la LHJMQ, dont les 2 sélections du Varéor en première ronde du dernier repêchage, Philippe Veilleux et Jordan Labelle. Avec 29 points, Veilleux est le meilleur pointeur des Foreurs et le 3e meilleur chez les recrues de la Ligue cette saison. Il se dit notamment motivé par la volonté de prouver aux équipes qui l'ont ignoré au repêchage qu'elles ont fait une erreur. Tu veux prouver à toi aux équipes qui t'ont passé dessus que comme il aurait dû te prendre, ils t'ont manqué. Puis chaque fois que tu joues contre, tu veux leur prouver que j'étais là aussi dans le draft puis vous avez passé sur moi. Donc ouais, 100%. De son côté, Labelle a passé une grande partie de la saison à Saint-Eustache dans le M18 3A et se dit prêt pour la prochaine étape. J'ai eu plus de temps de glace, fait que ça m'a permis de prendre confiance. Puis tu sais, c'est une place où on se développe, mettons, de 3 aussi. Fait que c'est étape par étape, puis je suis bien content d'avoir passé par cet emplacement-là. Avec le départ du capitaine David Doucet et de ses adjoints durant les dernières semaines, certains joueurs plus expérimentés auront un rôle plus important dans le vestiaire pour encadrer ces jeunes étoiles montantes. Quand j'ai commencé à Saint-John, j'en ai eu plein de vétérans avant de moi. Je pense que je sais un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les jeunes, puis c'est juste ça que j'essaie de faire. Je vais aider les jeunes à grandir là-dedans, avoir une attitude de pro, être prêt pour chaque game, pour chaque pratique. On a des leaders plus jeunes qui s'en viennent, qui vont monter l'équipe avec eux autres. Là, fait que je suis pas inquiet pour ça. D'ailleurs, les Foreurs abordent la deuxième partie de la saison avec un seul objectif en tête, soit celui de participer aux séries. Et tout le monde aura un rôle à jouer dans cette quête. Je dirais de toujours travailler chaque game, d'être dans notre affaire, de se concentrer sur les détails aussi de la game. Puis je suis 100% sûr que si on fait ça, on va rentrer en série. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, une veille de tempête hivernale attend le Témiscamingue. Oui, Mélissa, on a la neige qui devrait débuter dans la nuit de vendredi. On parle de plus d'une quinzaine de centimètres de neige qui devrait tomber. En ce qui a trait ce soir et cette nuit, pour l'Abitibi et le Témiscamingue, ça se passe sous les nuages avec moins 23 au nord, moins 21 au sud. Demain, c'est le retour du soleil qui est prévu pour l'Abitibi et le Témiscamingue, maximum de moins 14. Et un aperçu maintenant pour samedi. Retour de la neige, moins 6 en Abitibi-Témiscamingue et moins 7 au Témiscamingue. Restez prudents sur la route et profitez de l'hiver. Effectivement, merci Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue pour les bulletins et les reportages. Je vous souhaite de passer une belle soirée et à demain.